Donc là, on va vous présenter l'exposition sur Buc 1912-2012. Donc, nous sommes au château du Haut-Buc, septembre 2012. Et à côté de moi, Sophie va nous commenter un petit peu l'exposition. Donc Sophie, le début de l'exposition, c'est ce panneau-là, ou à gauche, la naissance de l'aviation. Voilà. Allez. Alors, l'aviation. Depuis la nuit des temps, l'homme rêve de voler. Donc ça se traduit entre autres dès l'Antiquité, donc chez les Grecs, avec la légende d'Icare. Donc Icare qui est le fils de Dédale, et tous deux, un jour emprisonnés dans le labyrinthe de Minos, construisent donc des ailes en cire et en plume. Sauf que ces ailes, quand on se rapproche trop du soleil, fondent et donc Icare tombe dans l'eau. Donc ça commence plutôt mal pour l'aviation. Alors justement, il y a une salle là-bas, un peu plus loin, où on va aller, où on voit une statue de Jean Cazal. Et il y avait une personne qui a vu la statue et a dit mais pourquoi ils ont représenté Jean Cazal tout nu? Alors qu'en fait, je pense qu'il s'agit d'une représentation d'Icare ou d'une mythologie ou d'un personnage fictif, mais c'est pas Jean Cazal. Alors là, on a un autre personnage, c'est le principal. C'est le Blériot, c'est le héros de l'aviation, le héros bucois, le héros... Voilà. Donc le Blériot est né en 1872 à Cambrai, donc dans le Nord. Donc il fait des études brillantes, il devient ingénieur. Mais dans un premier temps, il travaille plutôt dans l'automobile, donc il invente des phares d'automobile. Donc c'est un passionné d'aviation, et donc grâce aux bénéfices de son entreprise, en fait il commence à se lancer dans la recherche, à créer ses premiers appareils, à faire des essais. Donc il prend contact avec des constructeurs de moteurs, et donc voilà, il crée ses premiers modèles. Donc dans un premier temps, ces modèles, ça fait un flop, hein, comme on dit. Donc on l'appelle même l'homme qui tombe tout le temps, il me semble. Et donc, mais bon, c'est tous ces échecs, c'est quand même, ça lui permet d'avancer, donc il continue quand même. Et vers 1807-1808, il commence à avoir des modèles plus sérieux qu'il arrive à faire voler. Et donc, voilà, donc en 1909, voilà, il y a les Blériot 9, 10 et 11. Donc le Blériot 11 va lui permettre justement... Donc le Blériot 11, c'est le Blériot de la traversée de la Manche. Tout à fait. Là, on voit sa famille, oui. Sophie. Donc il en a 6 enfants d'ailleurs. Voilà, donc là, il y en a 4. Ouais. Et je crois, Blériot à droite. Tout à fait. Ici. Donc là, donc, sa femme Alicia, ici, là. Et là, donc c'est 4 enfants. Voilà, donc là, ça doit être Simone, la grande. Ah, par contre, je ne sais pas qui. Et là, c'est peut-être Louis, et il y a... c'est Geneviève. Voilà, ici, c'est le petit garçon qui est mort, peut-être, voilà, qu'on voit ici. Et qu'est-ce que c'est que ce document au-dessus? Alors ça, c'est l'acte de naissance de Louis Blériot, donc en 1872. Voilà, donc... D'accord. L'acte de naissance de la ville de Cambrai. Alors là, on a sur la droite le panneau sur la traversée de la Manche, voilà. Avec ici des personnages de bande dessinée. Donc ça, c'est Raymond Legrand, c'est le tableau de Raymond Legrand. Donc là, le tableau en dessous, là, c'est une représentation de son envol. Son arrivée à Douvres. Son arrivée à Douvres. Alors c'est un extrait d'un livre qu'il a fait, ou c'est une exposition? C'est une exposition faite... 2008, il me semble, dans ces eaux-là. Et donc voilà, Blériot fait sa traversée le 25 juillet 1909 et il décolle à 4h41 du matin. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a fait son succès. Voilà, exactement. Donc voilà, il gagne sa renommée grâce à ça. Et donc cette même année, en 1909, c'est le premier salon de l'aviation, et il va justement, grâce à son succès, grâce à son exploit, il va vendre à peu près 300 appareils Blériot. Donc voilà, évidemment il s'enrichit, et donc ça lui permet de continuer ses recherches et voilà, de pourquoi pas s'acheter un terrain.
Donc il a pensé à ce moment-là à plusieurs endroits, puisqu'il a été à Mourmelon, il a été à Andonne, il a été à Issy, il a été à Buc, à Pau, à Étampes. Et en fait, il a acheté, je crois, donc en 1909, un terrain à Buc, la ferme, Voilà, tout à fait. du Haut-Buc. Et le maire de Buc, justement, possède ces deux objets qui lui ont été donnés par la famille Blériot, je crois, Sophie. Ouais, C'est ça. tout à fait. Je confirme. Alors, derrière, on voit le parc du château, parce que nous sommes dans un magnifique château qui appartenait au comte de Toulouse. Enfin, du moins, ça a été une reconstruction de son château jadis. Alors, Sophie. Donc voilà, donc là, donc Blériot achète donc un terrain à Buc. Voilà, donc dans ce terrain-là, il compte construire donc un aérodrome qui sera destiné donc aux essais de ces appareils, donc aux appareils Blériot, à l'apprentissage du vol, voilà, faire venir des jeunes pilotes. Et aussi, Donc c'est une école. voilà, ce sera une école, et aussi ils vont aussi en faire une sorte de parc d'attractions, voilà, pour le divertissement du public, faire connaître l'aviation à tous les publics. Alors, il va y avoir des spectacles aériens. Je vais vous Voilà. montrer tout de suite la maquette, parce que là, elle est quand même assez belle. Elle montre. Donc ça, c'est... tu peux expliquer par où on rentre, comment ça... Ça, c'est l'entrée, je crois, Voilà, là. donc ça c'est la porte de Blériot, donc on rentre par ici. Là. Là. Donc voilà, aujourd'hui il ne reste plus que ce pan-là, le pan Est. Donc voilà, donc après je ne sais pas exactement ce qu'il faisait devant, il faisait ce qu'il voulait. Et voilà, donc derrière il y a les hangars qui ont été stationnés tous les avions. Alors, Sophie, tu as fait des visites avec les enfants hier, il y a peu. Les enfants ont dû aimer beaucoup cette maquette, je pense. Ah ouais, c'est trop génial. Voilà, et donc ils ont beaucoup aimé, ouais. Donc ils voulaient tous l'avoir chez eux d'ailleurs, ils voulaient tous avoir les petites maquettes d'avion, ils étaient assez impressionnés, oui. Alors, une personne qui est passée hier m'a posé des questions justement sur la minutie extrême, puisque c'est fait en papier, il faut quand même le dire, puisque sur l'image, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un Canadien là, qui a réalisé ces avions-là. D'ailleurs, je vais vous montrer les noms. C'est une petite équipe avec François Hucot et d'autres. Donc Philippe, en fait, a fait on peut dire, c'est un logiciel informatique qui est à l'origine de ce projet. Et le logiciel, le programme a réalisé toutes les dimensions et après, il n'y avait plus qu'à découper, mais le travail est assez conséquent. Voilà, c'est très très beau. Si ça ne te dérange pas, Sophie, tu vas nous montrer ces trois documents, trois tableaux qui sont très beaux. Celui de droite, voilà. Tu peux te rapprocher et nous en parler. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu donc ce sont des extraits du journal des ailes, voilà. Donc là, celui-ci il date de 1951, donc la période de faste de l'aéroparc était déjà passée. Mais donc a priori, il y avait quand même eu à cette époque-là un meeting. Donc là, ici, justement, on voit représenter plusieurs as de l'aviation qui étaient présents à cette occasion. Donc voilà, aussi, on voit justement ici des nouveaux appareils. Donc, là, on voit Casal. Hein. À droite, on ne le reconnaît pas. Voilà. Alors là, on a une magnifique affiche. Voilà, donc ça, c'est l'affiche. Superbe. C'était voilà, le meeting qui s'est passé en 1920. Qui s'est passé en 1920. Donc sur les 3 jours, donc le 8, 9 et 10 octobre. Donc voilà, donc, pendant ce meeting, il y a eu beaucoup de personnalités, il y a eu déjà beaucoup de public, et ça fait venir une foule assez importante. Donc il y a eu plein de stars de l'époque. Et donc voilà, il y a eu des expositions, des essais de montgolfières, de ballons, de dirigeables. Il y a eu plein de... Voilà, on a sorti tous les Blériot. Et il y a eu des baptêmes de l'air aussi. Des démonstrations, des loopings. Voilà. Donc c'était un petit peu le gros événement de la décennie. En fait. Donc ça, c'est une reproduction, là je vois, d'une affiche. Ce n'est pas une affiche, là, comme vous voyez.
C'est une magnifique image qui est aux archives. Comment Alors, comment pas vous du l'avez tout, eue? ça c'est un prêt, donc ça, on va le rendre à son propriétaire, Qui est? qui est Monsieur Lelièvre, André Lelièvre. Tiens donc, d'accord, d'accord. Donc on va lui redonner après, évidemment. Alors là, on reconnaît, je pense que ça doit être un Blériot. Oui, je pense que Là, c'est tout à fait dans le style. Donc là, on voit des énormes de ballons dirigeables. ouais, voilà. Je crois qu'il y a une salle tout à l'heure où on va aller, on va voir des magnifiques images avec des ballons. Tout à fait. Tu vas nous montrer ça, Sophie. Avec plaisir. Alors là, on a Alors. le troisième tableau. Donc là, je vais d'abord parler de celui-là. Donc en fait, ça c'est pareil. C'était en 1935, il y a eu le salon, voilà. Donc c'était le salon de l'élégance et de l'aviation. Donc voilà, donc les femmes, c'était donc il y avait un concours, disons, d'élégance, donc des femmes devaient poser devant les avions. Oui, là, on voit SD. Hein, Sylvain Damelincourt. Ah, voilà, exactement, c'était en ton hommage. Peut-être c'était même l'année de ta naissance. Nous sommes en 1935. Voilà. Alors, donc non, voilà, évidemment. Alors, en tout cas, on voit des belles demoiselles, des belles dames. Alors là, on peut voir aussi, là, c'est la chanteuse danseuse de l'époque. Ah, c'est Miss Agathe Non, non, c'est comment elle s'appelle Oui, je vois qui tu veux dire. Ouais. Elle est noire et Oui. elle est dans le musical, elle faisait de Voilà. la danse. Exactement. Et elle a passé son brevet Ah, je sais plus du tout. Elle a passé son brevet dans un des aérodromes voisins, je crois. Je sais pas qu'elle avait passé son brevet. Oui, je crois qu'elle a passé à Guyancourt. Je te redirai le nom tout à l'heure. D'accord. J'adore d'ailleurs ce qu'elle fait. Joséphine Baker. Voilà. Joséphine Baker, voilà. Exactement. Et j'ai des vidéos d'elle, hein, elle est super. Donc voilà, donc ça c'était en 1935. Et donc ça, alors malheureusement, je vous le dis, c'est entre nous. Là c'était la visite du roi d'Espagne sur l'aérodrome, sauf que là ils disent que c'est à Buc, et en fait ce n'était pas du tout à Buc. Enfin a priori c'était pas vraiment à Buc, c'était à Toussus-le-Nabeau. Oui. Donc Et alors c'est une photocopie en fait, vous n'avez c'est pas une eu photocopie. Bah, le... on l'a, mais on n'a pas voulu la... Ah oui, c'est Ah non, pas il faut Buc, que- c'est pas Buc, voilà. donc c'est photocopie. Exactement. Donc là, on Ça voit va le... être brûlé à la fin. Donc là on voit que le journal, hein, Voilà. La vie au grand air, c'est en fait la revue qui doit s'appeler... Oui, c'était la revue. donc c'est tout un programme, La vie au grand air. Tout à fait. Oui. Donc là on va à gauche. Oui. Donc on a ici une magnifique télévision. Et je pense que le but c'est de montrer un film. Oui, mais on peut le montrer. Oui, tu peux le mettre, Sophie. Pendant que ça tourne, Sophie, tu peux nous montrer le panneau suivant, la création de l'aéroparc. Oui, alors par contre, les vidéos ne marchent pas. Alors, La création de l'aéroparc. c'est normal. D'accord. Dis que c'est normal. Ah oui, d'accord. Alors, la création de l'aéroparc, parlons-en. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Je peux te poser une question. Oui. Il y a des cartes ici. Oui. Ces cartes-là, donc moi je les avais pas vues auparavant. Celle-ci, c'est une carte qui a été faite. Ça, on ne sait pas L'origine. trop l'origine, en fait. Je peux pas dire. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est ça, Sophie? Alors, ça, voilà. Donc ça, c'était... en fait, pour... j'ai trouvé ici donc, ce document dans les archives. Donc, c'était une autorisation donnée par... plutôt que c'était par la mairie, par le maire, pour stocker en fait des produits un petit peu dangereux. Donc là, c'était un dépôt d'essence. C'était voilà, c'était dans les installations. Donc toutes les industries devaient demander l'autorisation pour stocker des produits soit dangereux, soit... Alors, c'est un très beau document. En fait, c'est à ton initiative. Je crois que tu as mis. Il y a plusieurs documents qui plaisent aux gens qui visitent. Ils m'ont fait la remarque que ils venaient vraiment à propos, ces documents. Des documents administratifs que tu as mis là-bas. Ouais. Et ils sont vraiment très bien. Je Merci. t'en dirai 2 mots après. Félicitations, Sophie. On va avancer un petit peu pour être dans les temps. Là, on est à la moitié du temps, donc il faut avancer un peu. Donc là, on voit en image Donc, c'est- l'aventure. Voilà, si tu as quelques mots, tu peux... Voilà, donc c'était le début de l'aventure. Donc c'était voilà, la construction de l'aéroport, donc de l'hôtel des pilotes. Voilà.
Et donc voilà, donc là, ça commence, la rupture de l'aviation commence assez rapidement. Donc là, c'est la salle de restaurant de l'hôtel. Et donc dans cet hôtel, il y avait donc, la salle de restaurant, quelques chambres, des salons, une bibliothèque, une salle de sport. Donc voilà, donc ils étaient plutôt bien traités, tous ces pilotes. Donc voilà. Là, nous avons à nouveau une bande dessinée. Voilà, donc ça, c'est une bande dessinée assez récente qui a été... Donc c'est Uderzo, donc le frère du dessinateur d'Astérix, qui a donc dessiné cette BD. Donc c'est l'histoire de l'aviation. Donc voilà, donc il y a évidemment le début de l'aviation qui se déroule à Buc. Donc on était assez fiers de cette BD. Donc là, c'est, je pense, le 25 juillet 1909, voilà, la fameuse traversée. Tire les avions. T'as déjà vu des images où on voit Non, tous les chevaux qui tirent les avions comme ça? Voilà. Ah, c'est quoi? Généralement, il y avait des remorques. Donc sur les seules photos que j'ai vues. Alors, on va aller dans l'autre salle. C'est parti. Donc là, on a 2 salles. Donc, il n'y a plus que 3 salles. Donc là, vous voyez sur la droite le lycée franco-allemand et le collège Martin Luther King. Et là, on a une maquette qui a été prêtée ou donnée par un Bucquois, monsieur Christoffel, je pense. Et nous voyons Ville de Buc. Là, voilà. Et là, c'est en fait on voit un flotteur, c'est pour la traversée de la Manche, enfin c'est pour l'eau, au cas où l'avion chute, il flotte, il ne coule pas. C'est une sorte de bouée. Eh bien, tu m'apprends quelque chose. Vas-y Sophie. Non, mais là, donc là, il y a une galerie de portraits pour montrer donc, les différents aviateurs qui ont pu passer par l'aéroparc. Ah, donc, quand j'arrive ici, généralement avec les classes, je leur parle donc, des pilotes d'essai, entre autres d'Adolphe Pégou et de Edmond Périllon. Donc là, on voit Edmond Périllon qui est juste là. Donc je leur parle d'Adolphe Pégou parce que non seulement il était jeune, et en plus il faisait des loopings, et donc les enfants adorent les loopings. Donc voilà, donc je leur raconte comment... Alors Pégou, tu peux le montrer, Pégou? Pégou, il va être... je vais avoir une photo de plus loin ici. Voilà, là. Voilà, donc Pégou... Élégant jeune homme. Voilà. Qui est... en fait, il est arrivé chez Blériot, il avait 24 ans. Donc en 1913, et il est mort 2 ans après, en 1915, donc à 26 ans. Donc là, on voit la foule qui est assez impressionnante. Hein. Voilà, donc ça, c'était justement pour les expériences de Pégou. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Voilà, il a aussi, on voit des fleurs. Donc il est un petit peu comme Louis Clément qu'on voit ici. Louis Clément faisait des acrobaties aériennes. Voilà, exactement. Alors, Pégou, c'était le précurseur, c'est le premier à avoir fait des acrobaties. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des acrobaties en sautant en parachute de son avion. Donc il a vu son avion faire des loopings par lui-même, donc il s'est dit, je vais faire la même chose. Et donc Edmond Périllon, lui c'est le premier, il a battu le record, d'altitude, il a atteint les 5800 mètres. Et donc c'est lui qui a pris en photo toutes les vues du Haut-Buc. Donc c'est un photographe aussi, puisqu'on a des très belles images, notamment celle du fort de Buc, qui a été prise par Périllon. Alors je ne sais pas si c'était lui vraiment qui prenait les photos ou s'il pouvait monter à deux. Je pense que c'était quelqu'un d'autre, Oui, voilà, c'était un biplace, je pense. Oui, voilà. Mais en fait, c'est une sorte de gros jouet. Il est, il ne pouvait pas voler. Voilà, il ne peut pas s'envoler. C'est comme les poules, j'avais des poules. On leur coupait les ailes. Ça, c'est cruel. Ça leur fait pas mal en fait, mais comme ça, elles ne se font pas manger par le renard. Parce que dès qu'elles quittaient le poulailler, elles risquaient de se faire grignoter. Croquer. Donc là, on voit, je vous montre un peu les visages. Beaucoup vont mourir. Donc, c'est un peu une nécrologie. Mais on voit, il y a une véritable passion. Là, on voit le gros avion. Donc, on dirait un jouet, là, avec les roues. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, type Blériot. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait une personne qui est passée et elle comptait les moteurs et elle dit, mais
il y a 6 moteurs. Elle avait pensé que le petit avion était relié et que tout ça faisait un énorme appareil. D'accord. Voilà. Alors, ici on retrouve encore un dessin. Voilà. C'est Uderzo ou C'est toujours Uderzo. Oui. Toujours Uderzo. D'accord. Alors la vache, qu'est-ce que la vache? Alors la vache, je ne sais pas. Alors, c'est pareil. C'est Védrine. C'est en fait un Blériot, un avion de Blériot qui a été, on peut dire, à une carrosserie en métal pour la guerre. C'est Robert Esnault-Pelterie qui a créé les premiers avions en métal à Toussus-le-Noble. Alors là-haut, on voit encore une élégante dame. Voilà. On ne sait pas qui ils sont, mais voilà, je trouve ça assez marrant de voir différentes personnes. Voilà, ça a attiré quand même pas mal de monde, tu vois. C'était le spectacle. Et là, voilà, on voit Pégou. Voilà, alors là, on voit encore une fois des dames. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de dames. Il y a eu plusieurs femmes à Buc, Adrienne Bolland, Hélène Boucher qui sont passées, Marie Hills, Marie Berstier. C'est bien que vous ayez fait un petit clin d'œil De toute façon, oui. aux femmes. Alors là, on voit un abbé. Donc ça doit être ou l'abbé Coste ou l'abbé Tissot, je pense. On est en quelle année? Là, je pense qu'on doit être, vu la tenue du monsieur, on doit être avant-guerre, avant la première guerre, je pense. Alors en 1912, il y a eu le basculement, en 12-14. D'accord. On est passé de Tissot à Coste. D'accord. Ah, on reconnaît les lui. Oui. Et alors, ouais, c'est Ah bah, et voilà. Fier. Voilà. D'accord. Alors là, c'est le fort de Buc ou ça n'a rien à voir? C'est toujours l'aéroparc, là. Ah oui, c'est peut-être en garnison au fort, je sais pas. D'accord. Mais oui, là, donc, Ça serait intéressant de voir si c'est le fort, parce qu'on n'a pas beaucoup de documents sur l'activité. Est-ce que tu connais les Brigades du Tigre, Sophie? Non. Eh bien, un des héros ressemble étrangement à celui-ci. D'accord, mais lui, il était plutôt beau garçon, lui. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une lettre, donc il faut que je relis. Oui, alors voilà, c'était une demande d'autorisation pour... alors justement... Je vais la lire, Sophie. Oui, vas-y. Je suis informé, donc, le préfet de Seine-et-Oise à monsieur le maire de Buc. Je suis informé que des expériences de parachute doivent avoir lieu aujourd'hui 19 août. Je n'ai reçu à cet effet aucune demande d'autorisation et de pareilles épreuves étant de nature à présenter un grave danger. Bref, c'est une lettre de refus. Oui. Donc, et le maire va peut-être passer outre. Bah, je pense qu'ils sont passés outre. Bon, on continue. Donc, de toute façon, il y a une part de casse-cou, d'aventure dans toutes ces... des casse-coups. Hein. De toute façon, pour aller aviateur à cette époque-là, je pense qu'il fallait être un sacré casse-cou, un aventurier. Voilà. Donc, doublement des héros. Alors là, justement, je pense que c'est la fête de 1920, le grand meeting dont on parlait. Voilà, donc là, il y avait les démonstrations de ballons, les démonstrations des différents appareils. Donc là, c'est des officiels, mais apparemment, ils sont venus bien comme il faut se montrer. Là, on dirait une méduse. Tout à fait. Ils sont très très beaux, ces ballons. D'accord. Et il y a eu un président qui est venu... Alors, je ne sais pas s'il est en photo ici, je ne sais pas si... Miran. Voilà, exact. Alors, je serais incapable de les reconnaître, ils ont tous des barbes. Oh, on a le magnifique Joseph Lebrix. Là, donc on passe à notre décennie, là, c'est... 1919, 1930. Voilà. Donc c'est après la Première Guerre mondiale. Voilà, donc là, les difficultés commencent. Ça arrive. Voilà. Pour l'aéroparc. Pour l'aéroparc, oui. Donc, le Blériot, justement, vu qu'il a fait beaucoup de bénéfices pendant la Première Guerre mondiale en vendant tous ses appareils, et donc il doit payer donc, beaucoup d'impôts, justement. Et donc, il est souvent confronté au pouvoir public, il s'oppose souvent au pouvoir public. Donc, les difficultés commencent à partir de ce moment-là. Voilà. Je crois que c'est l'hôtelier. C'est un Bucois marié avec Marsac. La famille Marsac et la famille l'hôtelier Marsac qui est encore à Buc. Oui. Donc voilà. Donc, mais bon là, même s'il y a quelques difficultés, l'activité, l'aéroparc tourne toujours et toujours
les essais, toujours les démonstrations, toujours les élèves pilotes. Mais il y a d'autres fabricants qui viennent essayer leurs avions sur l'aéroparc. Il n'y a plus que... Plus de monopole Blériot, en Voilà, fait. Il va ouvrir l'aérodrome. Alors là, on voit, elle est intéressante cette photo, parce qu'on voit sur ce cliché le parc du château du Haut-Buc. Donc ici, il y a l'aérodrome, là. Donc là, on voit les tribunes, l'hôtel et les hangars. Les 3 hangars Blériot sont sur la droite. Et là, ça doit être Giuseppe, l'italien. Et on voit qu'il déjà, il a agencé un très beau jardin. Vous voyez le parterre, on dirait un peu un jardin à la française. Elle est très, très intéressante cette photo. Alors ici, nous avons un ticket d'entrée de Pégou. Ça doit être peut-être Pascal Bouchin qui te l'a donné, qui vous l'a... Après, tous les collectionneurs, enfin, il y a beaucoup de cartes qui se retrouvent dans les différentes collections des passionnés. Enfin, donc là, on retourne, c'est en 1913, donc là c'est Pégou, voilà les expériences de Pégou. Bon, il y avait Pégou qui faisait des expériences, des loopings, mais il y avait aussi Dobenjos, donc c'était son ami. Et voilà, donc ils ont commencé à faire des démonstrations tous les deux. Donc voilà, donc ils faisaient le tour de France, ils allaient dans toute l'Europe pour montrer un petit peu. Donc l'avant-dernière salle, c'est donc la période 1931-39 avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, tout à fait. Et nous avons une hélice. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hélice, Sophie? Oui, c'est une hélice d'un Blériot. C'est une hélice en bois qui est pareil, qui a beaucoup de succès auprès des enfants. Qui n'en reviennent pas de voir une vraie hélice d'avion. Donc les réactions sont toujours assez explosives. On est obligé de leur demander de ne pas trop toucher. Voilà. Mais c'est quand même très sympa de les voir. Alors, là on voit des hélicoptères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des hélicoptères? Donc là, c'est plus tard. Là, c'est en 1954. Donc à Blériot, l'aéroport de Blériot est déjà... disons que l'apogée de son succès est déjà passé. Donc dans les années 50, on fait venir des hélicoptères. C'est les premiers essais des hélicoptères, des nouveaux modèles. Mais en fait, le passage des hélicoptères, ça ne va pas durer très très longtemps parce que ça fait du bruit, ça prend de la place et les Bucquois n'apprécient pas trop les hélicoptères. Donc ça gêne tout le monde. Donc ça va pas durer longtemps. Alors, dans ces années-là, on voit le Louis Massat ici, Voilà, qui va mourir. C'est dans les années 30, ça, ouais. Alors, il est là. Il est au milieu, voilà. Et là, il y a un document. C'est quoi, Sophie? Alors ça, voilà, donc ça c'est une lettre de l'Aéroclub de France qui veut organiser une course Buc-Cannes. Voilà. Donc, Manifestation internationale féminine. Voilà. C'est pour ça que je te pose la question. D'accord. D'accord. Alors... Donc oui, c'est la coupe Hélène Boucher, donc elle était Alors morte. là, on voit Louis Clément, qui Voilà. est justement avec une dame qui pilote également. Donc c'est Maryse Bastier. Elle est là. Voilà. Alors, on va aller dans la dernière salle, juste un petit croc ici, sur quelque chose de très beau. Vas-y. Donc, donc il a été construit en 1935, il me semble, et conçu par l'architecte et l'ingénieur Jean Prouvé. Lotz et Besoin et Jean Prouvé. Voilà. C'était une collaboration. Voilà. Donc voilà, Roland Garros, une fois encore, les enfants n'ont pas le temps. C'est le tennis, mais non, pas seulement. Voilà. Roland Garros, donc là on voit les bombardements pendant la guerre. Donc ça, ce sont les impacts, on les voit ici. Voilà. Ce sont les trous de bombes. Donc ça a été canardé, comme vous voyez. Là. Alors il reste 1 minute, Sophie. Donc on va passer directement dans l'autre. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait l'aventure s'achève très vite. Voilà. 48-75. Donc on a ici des documents assez intéressants que je filme. Vous arrêterez le magnétoscope pour le lire. C'est sur la fin de l'aérodrome. Ouais. Donc ici, on va construire une zone industrielle. Donc excuse-moi Sophie de vous accélérer un petit peu. C'est pour donc là on est dans les années 70-80. Et là, la statue de Jean Cazal va être rénovée comme la porte qui va être reconstruite à l'identique. Donc c'est la dernière salle. Il y a ici un appel c'est la Fondation du patrimoine qui s'occupe de ça. On recherche de l'argent pour pouvoir rénover la statue de Jean Cazal et
la porte de l'aéroparc. Voilà comment ça doit être. Vas-y, Sophie, tu as le dernier mot. Donc, donner de l'argent. Et donc, voilà, donc, pour réaliser ce projet, voilà, c'est pour cette raison que l'exposition a été organisée, non seulement dans le cadre des Journées du patrimoine, mais aussi, voilà, donc c'est la volonté de la commune de faire restaurer cette porte qui est un petit peu donc, le dernier témoin de l'aéroparc Buc. Alors, félicitations pour ces documents qui expliquent le travail des architectes, comment ils font. Et